Donc là, cette image, c'est pas photoshopé, c'est une vraie image qui a été prise dans l'ISS. Et c'est le cupole qu'on reconnaît très bien avec les images de Thomas Pesquet. Et là, au milieu, c'est une galerie d'art. Et je suis une des artistes de cette galerie qui est partie l'année dernière. Du coup, j'ai un bout de moi-même dans l'espace. Donc, peut-être, je peux m'appeler comme un pseudo-touriste spatial. Donc, ça s'était fait, ça s'était envoyé l'année dernière. Il a fait un tour 16 fois par jour pendant un an. Et là, il venait juste d'atterrir sur Terre. Donc, pour revenir un peu en arrière. Donc, pourquoi l'art m'intéresse tellement? Parce que c'est quelque chose qui est très intrinsèque à l'humanité. L'humanité a été toujours inspirée par les pensées artistiques pour essayer de recréer ce qu'ils ont vu. Pour moi, les sciences et l'art sont deux façons d'exprimer un peu ce qu'on voit autour de nous, pour essayer de comprendre un peu notre place dans l'univers. Et ça, c'est aussi une autre œuvre qu'on voit en France, qui s'appelle l'Astroschaftssinn. Et les scientifiques pensent que au milieu, on voit bien un homme en train d'être mourir et des étoiles et tout ça. Et ils pensent que c'était fait pour dessiner, je pense que c'était un comet strike qui a eu lieu il y a 15 000 ans. Donc, l'art, l'espace et a eu ils sont liés depuis des années en fait. Et art et sciences, c'est quelque chose, on voit bien qu'il y a des écoles d'art, il y a des écoles d'ingénieurs et des écoles de sciences, mais pas tellement de lien entre les deux pour l'instant. Et c'est la notion que j'aimerais changer. Parce que, en fait, il y a eu beaucoup de scientifiques qui ont fait de l'art et beaucoup d'artistes qui ont aussi pensé euh, dans des manières très techniques. Par exemple, le fameux ingénieur Leonardo da Vinci, un artiste très connu, Galileo Galilei, un autre musicien et peintre, Homi Bhabha, il est le père de nuclear science en Inde, et aussi un peintre très très accompli, et aussi un astronome très créatif, Van Gogh. Donc l'art et science sont deux choses qui sont, à mon avis, ils sont toujours allés ensemble. Il a même inspiré la technologie pour créer ensuite des technologies spatiales, qui a commencé avec la science-fiction, par exemple, de Jules Verne. Et il y a eu beaucoup de science-fiction qui était écrit dans le 19e siècle, qui a beaucoup inspiré les rocket scientists du 20e siècle, comme et aussi il y a des films, vous connaissez bien, c'est un film français en fait. Et l'autre côté, c'est un film allemand. Allemand. Et en fait, l'histoire derrière ça, c'est que c'était en fait j'oublie un peu le mot, Oberschor, c'était ça, qui a créé une fusée spécifiquement pour montrer comment une fusée peut marcher pour ce film. C'était la première fois une fusée a été construite pour un film. Alors, ça tombe bien. Moi, je travaille dessus. Ah, okay. Sur YouTube, vous trouvez. Donc, c'est un film qui vient de Friedland, celui qui a fait Métropolis, hein, c'est un énorme vidéaste. Et vous le trouvez gratuitement sur YouTube. C'est un film muet. Alors, il y a des séquences évidemment écrites. Le problème, c'est en allemand. Donc là, ça fait à peu près j'ai passé 2 ou 3 jours. J'ai pas terminé parce il fallait boucler cette partie. Mais donc, je suis en train de traduire. Enfin, c'est elle qui le fait. C'est les traducteurs automatiques. C'est pas moi. Je connais un petit peu l'allemand quand même. Mais donc, alors, je ne sais pas. J'ai cherché une version française, enfin francisée. J'en ai pas trouvé. Mais dès que j'aurai terminé, donc je remplacerai les cartons allemands par les cartons en français.
Et je le mettrai à dispo parce qu'effectivement, ce film, il est très intéressant. Le cinéma surtout muet, au niveau scientifique, il est très... Voilà, une parenthèse. Non, merci. Et donc, dans les années 70, en fait, les artistes étaient aussi amenés dans les centres de la NASA pour imaginer un peu les futures sociétés spatiales. Et cette image a été proposée dans les années 70 qu'on retrouve. Vous avez vu Interstellar? Donc, Interstellar, il y a le Toroidal City qui est autour. Donc, ça ressemble beaucoup à ça, en fait. Et c'est une image qui a été faite 50 ans avant. Ouais. J'ai une question. Oui. Ouais. C'est justement cette histoire de roue qui tourne dans l'espace pour reconstituer au minimum de gravité. Une sorte de gravité. Parce qu'un des gros problèmes de l'espace, c'est qu'on n'a pas de gravité. Alors, c'est rigolo, mais en fait, quand on voit tous les inconvénients, c'est catastrophique. Oui, notre corps, il n'est pas fait pour... dans l'ISS, tous les stations mines, etc., c'est trop compliqué, c'est pas envisageable actuellement. Pour créer une gravité artificielle. Ouais. Il faut quelque chose qui tourne comme ça. Ouais, mais ça, c'est compliqué à faire dans l'espace. Ah, je pense que oui, au niveau de l'énergie qu'il faut et aussi l'espace. Oui, il faut l'entretenir tout le temps. L'espace est un environnement très hostile. Ouais. Et il faut vraiment faire beaucoup de tests pour... on n'a pas juste eu assez de temps, je pense, en tant qu'une société. C'est trop jeune, en fait. Oui, peut-être dans 100 ans. Ouais. Et donc voilà, les artistes sont vraiment très importants pour ces nouvelles sociétés du futur, pour un peu imaginer comment seront les futurs. J'aime pas trop le mot colonie venant de l'Inde. Les futurs settlements dans l'espace. Et aujourd'hui aussi, on commence à avoir plein de technologies pour, même depuis chez nous, vivre un peu cette aventure dans l'espace. Par exemple, il y a une société qui a créé toute une série de scènes en réalité virtuelle pour aller voir comment ça se passe à l'intérieur de la station spatiale, comment les astronautes vivent là-bas et tout. Mais là, il y a quand même beaucoup de travail pour les artistes. Oui. Parce qu'elles sont très moches quand même. Oui. Et, c'est fait par des ingénieurs, okay, c'est fait par des artistes. Je peux parler des heures sur ça. Mais, donc, là, pour moi, c'est vraiment... Aujourd'hui, on trouve que quand on parle d'espace, on parle souvent de rocket science. Mais l'espace, c'est pas que les fusées, il y a l'utilisation après. Une fusée, c'est pour juste envoyer quelque chose d'un point à un autre. Après, on fait quoi avec la destination? Donc, c'est ça, il faut bien travailler avec les artistes dès le début pour éviter justement ces situations de débris spatiaux parce que les gens ne pensent pas beaucoup, ils sont pas intéressés à penser à autre chose que l'argent. Du coup, s'il y a des artistes dans la salle. Donc, donc là, aujourd'hui, on commence à avoir des gens qui arrivent à vivre au moins 1 an dans l'espace, dans l'ISS. Mais demain, bientôt, on aura peut-être les bases lunaires même la NASA dit que dans 10 ans, mais je pense que dans 30 ans, c'est plus envisageable. Mais aujourd'hui, quand on fait des expériences de 6 mois, 6 mois, on peut avoir un planning très robotique, très carré. Mais si vous voulez vraiment envoyer des gens, créer des familles et tout ça, c'est vraiment, on commence à avoir on commence à apprécier l'importance des choses culturelles et artistiques. Surtout pendant le confinement de Covid, il y avait tellement d'ingénieurs qui ont perdu leur travail, mais c'était des artistes qui nous ont sauvé un peu la crise psychologique. Alors, on m'a dit, je sais pas, mais je pense que les autres conférencières pourront y répondre, que dans les futures stations lunaires, même les premières, effectivement, un des problèmes, ça va être
Quand on est dans l'ISS, on voit la Terre. Quand on marche quelques heures sur la Lune, on voit la Terre. On sait qu'on en a peu de temps. Quand on sera sur une colonie, même au début, on va y rester pas combien de temps, mais un certain temps. Et il y aura un stress de la mère patrie, en fait. Hein. Et paraît-il, il prévoit de mettre des aquariums avec des poissons pour voilà, pour détendre les futurs colons. J'espère que ça marche. Parce qu'en fait, l'espace, c'est pas juste un environnement hostile physiquement, aussi psychologiquement, il y a un tas de défis. Donc, quand je parle de l'art et espace, une fois, ça m'est arrivé, j'étais dans une salle avec des grandes, les présidents des agences, les PDG de tas de compagnies spatiales, et j'étais là en mode je suis artiste. Ils ont dit mais pourquoi vous avez fait une thèse, Polytechnique, pour faire de l'art à la fin? J'ai dit parce que une formation, c'est juste une formation, c'est pour apprendre à analyser, pour comprendre un peu comment marche le monde. Mais art, c'est vraiment pour moi une façon de m'exprimer, et je peux bien utiliser la technologie pour pour m'exprimer en tant qu'artiste. C'est ce que j'ai fait pour envoyer quelque chose dans l'ISS. Et mais je suis pas la première à envoyer de l'art dans l'espace. Ça a été fait depuis le début de l'exploration spatiale. Par exemple. En fait, il faudrait parler un petit peu plus fort. Parce que en fait, nos amis à distance ont un petit peu de mal. Je vais juste prendre un peu d'eau. Ouais, il n'y a pas de problème, t'as un verre, de l'eau. Le micro, oui. Je peux... Alors, soit là. Oui, voilà. Bah oui, on est un petit peu méchant. Pour les gens qui sont à distance et qui ont la chance d'avoir de la chaleur, sachez qu'ici, on est en train de geler. Hein, on est d'accord? C'est mieux. C'est parfait. Désolé, on aurait dû le faire avant. Donc, c'est la première peinture apparemment qui a été faite dans l'espace par l'astronaute Alexei Leonov. C'était fait en 65, donc même avant les humains sont allés sur la Lune. Il était juste là en train de dessiner le lever du soleil. Et ça, c'est quelque chose qui s'appelle le Moon Museum. Apparemment, il a volé avec Apollo 12, mais c'est pas confirmé. Mais c'était des grands artistes américains qui ont fait cette plaque. Et on ne sait pas trop si finalement il est allé ou pas. Mais on voit bien que c'était des artistes contemporains de l'époque, avec des imageries un peu spéciales. Andy Warhol était très inspiré quand même. Yes. Donc, Fallen Astronaut, c'est une petite sculpture qui se trouve sur la Lune actuellement pour un peu commémorer des astronautes, cosmonautes qui sont morts à cause pour le but de l'exploration spatiale, pour faire avancer l'humanité. Et donc, après, on connaît tous cette plaque qui s'appelle Pioneer Plaque, qui est maintenant en train de sortir. Peut-être que tout le monde ne connaît pas. Hein. Donc, Pioneer 10 et 11, c'était des scientifiques qui étaient là. Elle travaille chez nous, donc elle connaît mieux l'émission, mais ils ont aussi, donc c'était un peu le brainchild de Carl Sagan qui a dit que, ok, on va essayer si jamais demain il y a des extraterrestres qui attrapent la sonde, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans qui peut montrer où on est, notre place la place de la Terre dans notre univers. Donc ils ont essayé d'imaginer un peu comment on peut communiquer avec des extraterrestres dans un langage universel. Du coup, ils ont proposé ça. Ensuite, il y a aussi les Golden Records dans les sondes Voyager qui sont actuellement même hors du système solaire.
Et là, on trouve des sons de la terre, la musique, le son des oiseaux. Pour parler un peu tout ce qui existe dans notre terre à un extraterrestre. Et c'était aussi une expérience scientifique pour envoyer les premières peintres à l'huile dans l'espace pour voir comment est-ce que ces pigments réagissent dans l'espace, en microgravité, en phase de radiation et tout. Conseil Dancer, la première sculpture dans l'espace. Et ça, c'était un truc très joli. Je vous conseille d'aller regarder ça. Il y a des vidéos sur YouTube. Aussi. Je peux poser une question comme ça. Toi, tu as fait des sculptures pour l'Espagne, non? Tu as fait un... Pour la galerie, oui. Ce sont des micro-sculptures. D'accord. En tant qu'artiste, comment tu réfléchis pour faire quelque chose qui soit pour l'espace? Je vais expliquer. D'accord. Ina Gascon, je connais bien cet artiste qui a vraiment envoyé 2 papiers A4. Il a demandé à Thomas Pesquet de le faire lui-même. Donc, les pensées des artistes, il n'y a pas un seul moyen pour penser à quelque chose. C'est l'imagination. Et un musicien très connu. Donc, et ça, j'aime beaucoup cette vidéo parce que c'est ma culture. C'est un astronaute qui a dansé ça dans l'ISS. Et donc, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange dans ce que j'ai montré, à part le fait qu'il y a de l'art qui est déjà parti dans l'espace? Yes. Je ne suis pas la féministe de la soirée, je ne sais pas. Mais c'est vrai, j'ai fait pas mal de recherches pour voir, trouver des femmes qui ont envoyé des choses artistiques dans l'espace. Et apparemment, sur la page Wikipédia de Space Artist, il n'y a pas vraiment de femmes. Il y a une astronaute, Nicole Stott, mais elle est artiste et aussi, c'est une femme formidable. Mais à part d'elle, et peut-être une ou deux, un profil en plus, il n'y a vraiment pas de femmes parmi les trentaines de monde qu'on voit. Donc, il y a un souci parce que normalement, quand on dit femmes, on dit ok, les hommes sont faits pour faire les sciences et les choses techniques, les femmes sont des artistes, alors pourquoi pas dans l'espace? Donc, c'est pour ça que j'ai fait partie de mon galerie parce que on est une soixantaine d'artistes et plus de 50% sont des femmes. Et pour juste donner quelques exemples de microstructures qui sont parties dans cette galerie. Donc, vraiment, la galerie est vraiment fait 10 cm x 10 cm et chaque microstructure fait 1 cm3 ou moins. Et, les conservatrices de la galerie sont aussi deux femmes, très très formidables, qui ont vraiment lutté pour envoyer une galerie comme ça dans l'espace, sans vraiment but scientifique. Mais finalement, ils ont dû ajouter quand même une expérience scientifique derrière, juste pour pouvoir envoyer ça, pour donner, pour avoir de l'argent. Et juste pour montrer qu'il y a, c'est pas que nous, mais il y a en fait plusieurs femmes qui ont déjà travaillé dans des choses artistiques. Par exemple, Nicole Stott, qui est astronaute, Danielle Paulis, il y a Shiryu que je connais, elle est très très active en tant qu'artiste et aussi une technologiste qui a fait MIT. Et vraiment beaucoup de femmes. Je vous conseille d'aller lire tous ces profils et leurs travaux. Et finalement, vous connaissez peut-être Jeanne Morel qui a testé, c'est une danseuse qui a dansé lors d'un vol 0G pour voir comment on peut pousser nos limites en 3D, en danse dans la micro-réalité. Et aussi, quelles sont les contraintes additionnelles qui s'ajoutent dans un espace sans contrainte, comme ça. Et donc, j'ai quelques recommandations pour la communauté spatiale.
Tout d'abord, on a vraiment besoin de continuer à créer des opportunités. Par exemple, il y a des résidences artistiques à Déda ou au CNES. Et même à la NASA. Mais souvent, on entend que, OK, on a fait ça en 2014, en 2021. Mais il faut avoir des opportunités en continu. Parce que c'est pas un seul artiste qui va foncer pour toute l'humanité. En fait, il faut continuer à inviter d'autres gens, d'autres cultures, d'autres types de pensées, d'autres manières de vivre pour vraiment comprendre et ouvrir notre esprit à ces cultures différentes. Deuxièmement, une fois on a créé un œuvre, il faut aussi le promouvoir. Donc, il faut du soutien financier, il faut aussi des plateformes, par exemple les expositions et tout. Et tout ça, on commence à en avoir, mais il en faut beaucoup plus. C'est ça que je voulais dire. Priyanka, nous avons une question en ligne. J'ai Emmanuel Laura qui demande est-il prévu de faire une tournée de la Moon Gallery sur Terre? Yes. Donc, il vient de venir et on va le récupérer. En fait, il est venu avec la mission qui vient de partir. Et une fois qu'on va le récupérer, on va commencer à l'exposer dans le parti en ligne. Vous êtes tous bienvenus. Peut-être que ça aussi, c'est un service. Est-ce que cela a des intérêts? Est-ce que Attendez. des expériences justement qui ont été faites sur la Moon Gallery, sur l'espace, vous avez eu un besoin de recherche scientifique pour pouvoir l'envoyer dans l'espace? Vous avez dit qu'il y avait eu un besoin pour le financement pour pouvoir l'envoyer dans l'espace, d'avoir une recherche scientifique derrière. Donc vous avez envoyé des microstructures, c'est bien ça. C'était quoi du coup la recherche qui a été faite par rapport à ça? Oui, donc, vu que ce sont des microsculptures, il y a des artistes qui ont proposé de tester quelques types de matériels différents. Dans mon cas, j'avais envoyé une carte S micro pour voir si ça va être résilient contre un environnement spatial comme ça. Il y en a d'autres qui ont testé des pigments, il y a aussi un artiste qui a fait une peinture sur une graine de riz. Et il voulait aussi voir si ça va vraiment être... il va pas être endommagé dans un environnement comme ça. Donc, chaque microstructure a un objectif. Et après, l'objectif global de la galerie elle-même, vous connaissez Nanorax, vous avez entendu parler ou pas? Donc, Nanorax, c'est une entreprise qui a été fondée pour trouver une solution pour les clients, pour comment envoyer quelque chose dans l'espace. Donc, ils sont là pour vraiment concevoir le système autour d'une œuvre artistique, une technologie à tester. Et dans notre cas, Nanorax avait mis notre galerie sur un bloc, une sorte de CubeSat. Et dans ce bloc, il y a un appareil caméra très précis. Et donc, notre galerie aussi sert comme un static payload pour juste tester la caméra et, par exemple, la focalisation de la lentille et tout ça. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, même avec des petits. Oui, je me demandais, est-ce que par rapport à cette œuvre qui a été envoyée dans l'espace, est-ce qu'il y a eu par exemple des études aussi sur le suivi psychologique des œuvres, sur le fait de recevoir de l'art? Oui, c'est une très bonne question. Du coup, on va avoir toutes ces données là où on n'a pas. Moi, j'ai pas accès en ce moment, mais je sais que donc la photo que j'avais montrée, c'était prise par un astronaute qui s'appelle Rajachari, et lui, il était assez content de voir quelque chose qui n'était pas juste des fils électriques.
Mais oui, en fait, les œuvres artistiques sont très importants. Par exemple, même le saxophone de Thomas Pesquet, il faut savoir que ça coûte entre 10 000 et 1 million d'euros par kilo pour envoyer quoi que ce soit sur l'ISS. Donc, un saxophone, c'est 2-3 kilos. Donc, il était assez motivé pour l'avoir avec lui. Après, ce sont ses amis et familles qui ont demandé de l'argent pour pouvoir le faire pour son. Ils ont offert ça comme son cadeau d'anniversaire, je pense. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui étaient assez motivés pour envoyer quelque chose d'artistique sur l'ISS. Et justement, pour revenir à ce sujet-là de la mini-galerie, encore une fois, est-ce que la NASA ou l'ISS avait un cahier des charges spécifique pour les micro-œuvres? Est-ce qu'il y avait des matières que vous n'aviez pas le droit d'utiliser, pas des choses explosives? Oui, bien sûr. Donc, ils nous ont envoyé tout ça. C'est pour ça, en fait, pour moi, c'était pas juste une chose artistique. Il y avait aussi toute la partie technique derrière pour faire en sorte que mon œuvre ne soit pas dangereuse. Je sais qu'il y en a une des artistes, elle est connue pour créer des œuvres explosives. Donc, elle a envoyé quelque chose qui n'était pas, elle est sortie un peu de son quelque chose qui n'était pas qu'elle pouvait normalement. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose biologique, mais pas vivant. Juste une cellule morte, quelque chose comme ça. Par contre, il avait écrit le mot ADN dans le papier et la NASA a dit non, pas d'ADN. Du coup, il a dû expliquer que non, c'est pas j'ai utilisé le mot ADN juste artistiquement, c'est pas vraiment un truc. Il n'y a rien de biologique. Donc, il y a tous ces enjeux, en fait, qu'on a découvert lors de cette expérience. Et du coup, pourquoi faire ça? Parce que j'avais 3 rêves depuis mon enfance, c'est de mélanger science, l'espace et l'art dans ce que je fais. Et donc, finalement, j'ai réussi au moins à envoyer quelque chose comme ça. Et avoir une partie minuscule. Et pendant spécifiquement, c'est ça en fait. J'avais dessiné à la main des choses et aussi des simulations mathématiques, tout ça, qui sont faites à partir des équations qui s'appellent les hypotropoïdes. En fait, c'est l'équation qui peut décrire les mouvements d'orbite. Par exemple, le mouvement de la Lune, mais autour du Soleil, donc quelque chose comme ça. Donc c'est l'exemple de. Et quand on change les paramètres, on peut avoir des courbes lumineuses. Et la question que je me demandais, c'était, imaginons un futur où une intelligence hyper intelligente pourrait même créer des galaxies, terraformer des galaxies, on peut dire comme ça. Donc j'imaginais que peut-être ils seront inspirés par ces formes comme ça pour créer parce qu'ils sont tellement harmonieuses et naturelles. Et finalement, je termine par ce papier que j'avais écrit sur tinyurl.com/space for art. Et dans cet article, j'ai décrit un peu tout ce que j'ai appris dans ces derniers 5 ans où j'ai travaillé comme artiste dans le spatial. Bien sûr, en faisant une thèse à côté. Donc, merci beaucoup. Bravo. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, on a un petit peu de temps. Oui, il y a des questions, je sais pas. Oui, pour en revenir à la danseuse, dans les vols en 3G, c'est pas seulement elle qui fait une œuvre d'art, on a demandé de faire des expériences pour les déplacements des astronautes. C'est une question? Oui. Ah, après, je connais pas très bien l'artiste elle-même. Mais elle avait fait une exposé au Cité de l'Espace. Et je pense qu'elle a parlé de quelque chose comme ça, en fait. Mais c'est pas que elle. Je connais une autre femme qui travaille beaucoup en tant qu'aquanaute. Elle danse dans l'eau, en fait.
Et c'est un peu à peu près pareil parce que dans nous, on a oui, le sentiment d'être en micro-réalité. À la Cité des Étoiles, ils s'entraînent dans l'eau, dans la grande piscine. Oui. Et donc, elle a aussi beaucoup travaillé avec des astronautes un peu pousser les limites physiques pour voir. C'est intéressant parce que moi, je suis des cours Martha Graham, tous les danseurs contemporains qui ont travaillé aux États-Unis. C'est justement, ils ont travaillé contre la lutte contre la gravité et tout est conditionné dans nos mouvements internes au corps et dans l'espace, constamment avec cet équilibre de la lutte contre la gravité. C'est sûr que des hommes qui vivraient dans l'espace, ils s'adapteraient, ils évolueraient sûrement. J'ai entendu parler d'une idée très drôle. J'ai entendu parler d'une idée très drôle que finalement dans l'espace on pourra jouer du Quidditch. Quidditch, c'est le Harry Potter. Ah oui. Alors, Priyanka, vous êtes modeste, je le sais. Vous êtes une touche à tout, en quelque sorte, dans le domaine spatial, scientifique. Je crois me rappeler qu'à une certaine époque, vous avez collaboré avec Claudie Aigneret, justement, sur l'habitat lunaire. Est-ce que c'est oublié, vous avez tourné la page, ou bien y a-t-il encore quelque chose qui fonctionne pour vous? C'était pas avec Claudie Aigneret, mais là, fait partie de notre programme. Christina aussi fait partie, qui s'appelle Ardently, etc. Mais l'expérience dont tu parles, c'était à part. J'avais fait une expérience à Hawaï, dans une base lunaire qui s'appelle HI-SEAS. Et c'est une base qui se trouve sur un volcan Mauna Loa, où ils testent un peu l'aspect psychologique d'être isolé. C'était avant le Covid. Donc maintenant tout le monde est expert d'isolation. Mais à l'époque, oui, c'était quelque chose de très nouveau. Oui, on était un équipage de 6 et on était enfermés pendant 2 ou 3 semaines. Et on a fait exactement comme les astronautes en fait. On a mangé des choses déshydratées. On avait un fort besoin de rationnement de l'eau, de l'énergie, tout ça. Est-ce que cette expérience qui était faite par de nombreux étudiants du monde et qui sélectionnés, est-ce que cette expérience continue ou bien est-elle achevée? En fait, ce sont des missions qui s'appellent missions Analog Astronaut Simulations. Et c'est pas que à HI-SEAS, il y a aussi à Utah, il y a the Austrian Space Forum. Donc, il y a plusieurs bases comme ça en fait. Il y a toujours des expériences. Sauf à HI-SEAS, en ce moment, tout est arrêté parce qu'il y a eu une grosse explosion du volcan, une éruption de volcan. Et du coup, en ce moment, la base est un peu, je pense que, heureusement, elle n'est pas touchée. Par contre, l'endroit n'est pas très sécurisé. Donc, les expériences là-bas sont un peu mises en pause. Mais il y en a d'autres bases aussi qui commencent à avoir beaucoup plus de... Et à Super aussi, il y a des étudiants ici, qui font MDRS. Ouais. Donc, ça. Cette année, je pars aussi en Antarctique pour voir comment ça va se passer. D'autres trucs? Aujourd'hui, c'est quoi l'expérience qui vous a le plus marqué? Envoyer ça dans l'espace parce que, en fait, j'ai fait partie des projets CubeSat et j'ai déjà vu voler des choses qu'on a fait sur l'ISS et tout. Mais quand j'ai vu mon frère partir, j'étais en train de pleurer. Donc, ça c'est quelque chose de tellement personnel. C'est comme un enfant, en fait. Oui, en plus, on m'a dit que non, ça sert à rien d'envoyer quelque chose comme ça dans l'espace. Et finalement, on a réussi. On était tous très, très touchés. C'est là où l'émotion humaine entre en jeu, comme pour la philosophie ou des matières comme ça, qui nous différencie des robots. Oui, exactement. Il y a des questions dans le chat? Non. Donc, merci beaucoup.
Merci, Jean-Victor. Je suis là pour discuter.